Bonsoir, je vais vous proposer ce soir une petite correction du Pain de Francis Ponge. Je vais essayer d'aller très vite. Donc Francis Ponge est un auteur qui côtoie les milieux de la résistance en 1942. Il vit à Lyon et il va rencontrer des gens comme Camus, comme Aragon et comme Paulhan. Il va confier à ce dernier son recueil Le parti pris des choses pour qu'il soit publié. Mais Paulhan va le perdre, bizarrement. Ponge va trouver de l'énergie pour reconstituer ce recueil, mais un certain nombre de poèmes sont définitivement perdus. Donc l'œuvre, c'est une œuvre assez courte finalement, 32 petits poèmes qui sont écrits en prose et on ne sait pas vraiment comment les qualifier parce que ça oscille, c'est-à-dire que ça va de la description, la définition au poème. On ne sait pas très bien comment les qualifier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le parti pris des choses, le poète tente de faire d'un objet, d'une chose, d'une personne, en rendre compte par une définition. Alors une définition très imagée et très précise, mais il va transformer un objet du quotidien, une nourriture terrestre, comme le pain que nous travaillons aujourd'hui, en un objet poétique. Et ça, c'est très important. À travers ces poèmes, Ponge, à travers ces définitions, passe plutôt finalement dans une définition du monde, une cosmogonie, une définition du monde plus large. Donc c'est un véritable travail de transmutation, du vulgaire en sublime, du laid en beau, de la boue en or. Le texte Le Pain montre tout d'abord l'intérêt du poète pour le quotidien, l'ordinaire, qui devient un objet poétique. Je me pose la question de savoir comment Ponge réussit-il le pari de prendre quelque chose d'ordinaire pour créer un texte poétique. Ou alors, est-ce que finalement, Ponge ne veut pas nous donner simplement une leçon sur les choses qui composent notre monde? Alors, j'ai divisé ce texte en 3 parties. Les 2 premiers paragraphes dont le thème est ce sont les aspects extérieurs du pain. Le 3e petit paragraphe, donc de la ligne 9 à 12, l'intérieur du pain. Et les 2 dernières lignes, 13 et 14, une chute. Une chute, ou alors est-ce que l'on peut penser que c'est une morale? Donc, je commence. Mon premier paragraphe, les premiers mots, avec le terme merveilleuse, nous amènent directement d'un objet ordinaire à quelque chose de merveilleux. L'objet devient étonnant, prodigieux, et ça devient finalement un objet artistique. On passe d'un objet à la vision de l'artiste, de cet objet. D'accord? Le langage poétique nous amène à cela. Ce n'est pas un pain, d'accord? C'est la surface du pain qui est merveilleuse. Il faut dans les textes de Ponge faire très attention parce que tous les mots ont un double sens. Ici, le mot impression, d'abord à cause de cette impression, c'est intéressant parce que ça peut nous renvoyer à l'imprimerie, c'est-à-dire aux textes qui sont imprimés comme son poème, mais aussi à la dimension, l'impression, c'est-à-dire la sensation. Quasi panoramique, c'est très intéressant aussi de travailler sur ce terme-là, parce que quasi, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait, et le mot d'après, panoramique, peut apparaître, comme ce n'est pas tout à fait panoramique, comme un peu excessif. C'est-à-dire que la surface du pain donne une impression quasi panoramique. On sent presque là peut-être une petite ironie de la part de Francis Ponge dans ce mot-là, quasi panoramique. Panoramique, c'est aussi un jeu de mots puisque le pain, panum, c'est le pain en latin, excusez-moi. Donc il y a peut-être aussi un jeu de mots à voir là-dedans. Déjà, le pain dans cette première phrase prend une allure
de dimension cosmique. D'accord? Quelque chose qui va du petit, du minuscule, la miche de pain, qui nous permet d'entrevoir quelque chose d'immense, de panoramique. Donc, cet objet relèverait de quelque chose de supérieur à nous, puisqu'il nous permet de voir une étendue. Donc, c'est une transformation, une transmutation du tout petit vers l'immense. La suite du paragraphe confirme cet aspect comme si l'on avait à sa disposition, sous la main, les Alpes, le Taurus, la cordillère des Andes. D'accord? Parce que cette énumération est un peu redondante. Elle est un peu, cette répétition nous montre qu'il va un peu trop loin. Comme s'il y avait toujours un petit peu cette ironie. Et puis, il y a une redondance, c'est-à-dire qu'il dit la même chose. Il dit, si on avait à sa disposition sous la main, ça veut dire la même chose. Avoir à sa disposition, ça veut dire avoir sous la main. Donc, on a quelque chose, encore une fois, qu'il faut travailler, parce que à disposition, quand on parle de sous la main, on peut très bien imaginer qu'il parle du pain qui est sous la main, d'accord? Et pas que l'impression qu'elle nous donne, la vue qu'il nous donne. Enfin, les lieux qui sont mentionnés, la cordillère des Andes, le Taurus et les Alpes, ça nous donne une transition avec le deuxième paragraphe, puisque on nous parle bien de chaînes de montagnes. Elles sont choisies pour leur importance, d'accord? Parce que, par exemple, Virgile, qui est un très grand auteur, Sénèque, qui sont des grands auteurs latins, font souvent référence au Taurus. Donc, et que ce Taurus, c'est la naissance, la création du monde. Donc, ces auteurs sont là comme un gage de sécurité. Ce pain, il crée le monde. Parce qu'il nous permet de voir le Taurus et les Alpes. C'est bien comme ça que le monde a été créé, hein, avec les montagnes qui sont sorties de la terre. Ce pouvoir donc du pain qui va recréer le monde, eh bien, c'est aussi le travail de l'alchimiste, du poète, qui vient recréer une réalité à partir d'un objet du quotidien. Donc, le deuxième paragraphe, on voit les connecteurs logiques. Ainsi, donc, d'abord, on est quand même dans une espèce de démonstration, de dissertation très ordonnée, massamorphe, amorphe, ça veut dire sans forme, étymologiquement. On assiste alors à la fabrication du pain qui est en train d'éructer, le gonflement en fait sous l'effet du levain. On voit que la masse amorphe, c'est-à-dire la pâte, est en train de se soulever et que le gonflement va aller dans le four stellaire, c'est-à-dire qu'il va être cuit dans pas n'importe quel four, mais dans un four du ciel. On nous durcissant, elle s'est façonnée en vallée, crête, ondulation, crevasse. Donc la phrase 5 et 6 peut simplement nous montrer la formation de la croûte du pain. D'accord? On le met à chauffer et il a une croûte et il cuit en fait. Mais en fait, je crois qu'il faut voir autre chose là-dedans, et c'est l'adjectif stellaire qui nous y invite, hein, puisque c'est un pain qui passe par un four étoilé. Un stellaire, ça veut dire qu'il y a des étoiles. On passe donc d'un four à la voûte céleste. D'ailleurs, si vous regardez bien, toutes les termes qui sont utilisés, vallée, crête, ondulation, n'ont rien à voir avec le pain. Excusez-moi. Oui, d'accord avec le pain. Donc, elle est encore une fois... la phrase d'après est encore une fois très articulée, comme s'il voulait nous faire une démonstration bien structurée scientifiquement. Et, tous ces plans, dès lors où tout est bien structuré et la croûte du pain devient une dalle, elle n'est employée que pour définir le sol. On peut donc se poser des questions. Est-ce qu'il nous décrit un pain? Est-ce qu'il nous décrit quelque chose de géologique? Et on a, vous avez vu, un tiret. Et ce tiret, on peut se demander, on ne sait pas si c'est sûr, après
touche ces feux tirés, on voit l'horizontalité du pain couché, et peut-être que ce tiret veut dire cela. Il adore jouer avec les signes, les tirets, les points-virgules, les 2 points, comme s'il était un peu en avance avec tout ce qui est smiley, enfin bon, etc. Je ne sais même plus si on dit ça. Donc ce petit tiret ressemble à la dalle mentionnée plus haut. Et ça fait la jonction entre le dessus et le dessous. D'accord? La croûte et l'intérieur. Et d'ailleurs, il nous parle ensuite de l'intérieur sous un regard pour la mollesse ignoble sous-jacente. Donc, qu'est-ce qu'il y a en dessous de la croûte, en dessous de cette dalle? Il y a sous-jacente, si J, la mie du pain, qui est quand même définie comme une mollesse ignoble, et que ces termes-là sont quand même plus destinés à des gens, à des êtres humains, qu'à du pain ou à la mie de pain. D'ailleurs, il amène, ces termes péjoratifs soulignent cette laideur, et finalement, ça va être quand même devenir quelque chose de sublime. Donc, il y a encore une fois une transformation. Et c'est comme ça qu'il arrive à son 3e paragraphe. Il passe de l'extérieur à l'intérieur en montrant toujours un mélange entre le pain en tant qu'objet et la création du monde, la planification du monde, du monde géologique, du monde géographique. Donc le sous-sol ainsi que la dalle fonctionnent sur le même registre. Et après, on a les adjectifs lâche et froid, qui sont aussi péjoratifs, mais qui nous donnent une vision un peu morale dans ce poème. Peut-être que ça commence à arriver un jugement donc sur le pain, mais aussi sur la création du monde. Le terme, par exemple, tissu, nous amène à un vocabulaire des sciences, à une démonstration scientifique, comme il le fait avec les éponges. Et là, la comparaison entre tissu et éponge peut être interprétée de plein de manières différentes. D'abord, l'éponge végétale, c'est un des premiers organismes sur la Terre à avoir vécu. Donc peut-être que ça vient comme la création du monde. Mais l'éponge ici va aussi montrer que il peut faire une jonction du thème végétal après du thème de la flore. Il continue feuilles, fleurs, et ensuite il revient à l'être humain avec les sœurs siamoises. Donc tout est lié dans la création du monde, tout est lié dans la nature de ce pain, la faune, la flore, l'humain, la création du monde. Et donc forcément, à la fin, après la création de ce monde, eh bien on arrive logiquement à l'achèvement, hein, à la mort. Rassis, fane, rétrécissent, se détachent, friable. Ce dernier d'ailleurs fait très fort référence à la décomposition. La disparition semble assez fatale, assez terrible. Et comme le faisait le petit tiret dans le paragraphe d'avant, on a les 3 points de suspension qui montrent eux-mêmes l'effritement, c'est-à-dire que ce n'est plus que des petits morceaux, comme le corps quand il se décompose. Donc on doit voir peut-être dans cette calligraphie des 3 points de suspension, comme un effritement du pain, comme un effritement du monde. Donc, dans ces 3 paragraphes, on voit donc la création du pain et la création du monde en même temps. Cependant, on a quelques indices qui laissent penser qu'il peut y avoir une 3e lecture possible. Ponge parle peut-être de la création poétique. Il y a tellement de jeux de mots qui sont impressionnants, comme par exemple le terme tissu, qui a exactement la même nature, la même origine que le mot texte. L'impression, qui renvoie à l'imprimerie,
Donc, on peut aussi, les fleurs peuvent être aussi ce qu'on appelait les fleurs de rhétorique. Avant, les fleurs, c'était les figures de style. On appelait ça comme cela. Les figures de style s'appelaient les fleurs de rhétorique. Et donc, les sœurs siamoises représentaient aussi les lettres, tout ce qui était rattaché à la littérature. Et puis les plans nettement articulés, on peut aussi voir là-dedans les phrases qui sont toujours ordonnancées. Et puis évidemment, éponge. Qu'est-ce que vient faire cette éponge-là, si ce n'est pas pour parler de lui-même, donc de plonge. Donc, ce texte est une fable du pain, une fable du monde. C'est ce que nous fait penser la fin du 3e paragraphe, qui annonce peut-être une morale ou plutôt une leçon. Il s'interroge sur l'objet du pain. Ce pain, ce choix de choses, d'objets, n'est pas anodin. C'est une des bases de la vie humaine, le pain, d'accord ? C'est comme ça qu'on mange. C'est un des bases de la nourriture de toutes les civilisations. Mais c'est aussi très religieux et très symbolique. C'est le corps du Christ, le pain. Donc on peut très bien y faire référence. C'est l'objet sacré qu'on pose sur la table dans les familles catholiques jusqu'au milieu du XXe siècle. Toutes les superstitions y sont rattachées. Si le pain est mis à l'envers, si on fait pas la signe de croix sur le pain, eh bien on sera peut-être touché par la fatalité. Donc la leçon des 2 derniers vers, ce serait peut-être de dire que, à trop vouloir donner du sacré dans les choses, eh bien, on devient incapable de les voir telles qu'elles sont. Et de ce texte, peut-être que le pain perd finalement son identité, parce qu'on veut trop l'interpréter. Alors, mais brisons-la. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on brise la croûte? La croûte du pain, de la miche de pain, tout simplement parce que c'est un objet qui est là pour être mangé, il faut pas trop le sacraliser. Ou alors, est-ce qu'on brise le pain? C'est un geste sacré, le pain à l'église, le corps du Christ, et puis c'est le dernier geste de Jésus avant de mourir, il a partagé le pain. Ou alors, brisons-la, on peut le voir comme on s'arrête là. C'est pas la peine d'en faire trop, on va trop loin avec la poésie, et c'est peut-être ça la recherche. Donc voilà pour cette lecture. Donc 17 minutes, c'est beaucoup trop tôt, trop long. Il faudra enlever ce que vous avez envie d'enlever. Donc, est-ce qu'ici, en conclusion, on peut dire que c'est bien sa position personnelle à l'auteur? Autrement dit, est-ce que il faut pas arrêter de faire toutes les lectures symboliques, des jeux de mots, etc., qu'il faut prendre les choses comme elles sont? On ne sait pas. Ces 3 lectures différentes que je vous ai données peuvent servir à notre transformation alchimique. Il joue avec ça et en même temps il l'écrit, donc il veut qu'on le lise. Quant à la dernière partie de la phrase, elle confirme déjà la morale évoquée plus haut. Le pain doit être dans notre bouche, moins objet de respect que de consommation. Dans notre bouche, ça veut bien dire que c'est un objet à manger. Ou alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on ait dans notre bouche? Eh ben, dans notre bouche, c'est la parole. La parole qui va servir à lire le poème. Donc, il y a chez Ponge un plaisir vraiment très important de jouer avec les mots. Il faut savourer le pain comme on savoure les mots. Autrement dit, il faut prendre le parti des choses. Il faut rendre aux choses ce qu'elles ont. Voilà.